Bonjour, bienvenue à ce nouveau rendez-vous du Collectif 21, un rendez-vous qui est encore une fois en virtuel, en vidéo et qui n'est pas interactif. Donc nous enregistrons avec nos intervenantes, vous pourrez nous écouter par la suite, mais nous nous impatientons comme partout de refaire des moments plus participatifs, plus interactifs. Et donc nous vous annoncerons bientôt sur le site collectif21.be des rendez-vous de webinaires où nous traiterons les questions qui sont celles du collectif et que je vais vous rappeler dans un instant, de manière plus participative. Et nous espérons bientôt nous retrouver, quand les mesures Covid le permettront, à Point Culture, comme nous le faisions l'année passée, ou en d'autres endroits que va investir le collectif 21. Alors, pour rappel, le collectif 21, c'est un collectif qui s'est créé il y a une bonne année et qui se situe, en fait, entre un anniversaire, celui de la loi sur les ASBL, qui aura 100 ans en juin de cette année 2021, et un enterrement, le fait que les ASBL et que cette loi a été un petit peu abandonnée, puisque les ASBL ont été intégrés dans le nouveau code des sociétés et des associations en mars 2019. Donc, ce code, l'intégration des ASBL dans ce code fait que, aux yeux de la loi et du pouvoir fédéral, en tout cas, il n'y a plus vraiment de grande différence entre les associations et les entreprises. Cela soulève toute une série de questions quant à l'éthique, à l'essence, à la spécificité des associations, à leur financement aussi, parce que ça ouvre peut-être des voies à un financement plus privé des associations. Et ça, surtout, selon les initiateurs du collectif, ça passe sous silence la spécificité et la nécessité des associations dans une société démocratique. Nous pensons que les associations ont vraiment un rôle fondamental à jouer pour le bien commun, pour l'intérêt général et pour la démocratie, qui ne peut se réduire, un rôle qui ne peut être confié uniquement à l'État ou au secteur privé. Donc voilà les préoccupations du collectif 21. Aujourd'hui, dans ce débat virtuel, nous allons essayer de répondre à une question, l'action associative comme vectrice de transformation sociale. Toutes les associations, puisqu'il y a évidemment dans les ASBL en Belgique, il y en a une grande diversité. Toutes les associations n'ont pas vocation à faire de l'action de transformation sociale. Celle que les associations et le fait associatif que défend le collectif 21, oui, puisque je vous l'ai dit, c'est le rôle des associations en tant que contribution au bien commun, à la démocratie, etc. L'action associative, en fait, c'est un bel exercice de diction, telle que la développent nos deux invités, vise aussi des fins de transformation sociale. Elles vont vous l'expliquer dans un instant. Donc, nos deux invités, ce sont Jacqueline Fastrès de RTA. Donc, c'est RTA, c'est réalisation, téléformation et animation. Et Christine Mailly du Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. Avant de vous donner la parole, je voudrais juste dire que, voilà, par rapport à notre thématique du jour, si nous sommes bien tous les trois d'accord sur l'idée que l'action associative doit viser la transformation sociale, il ne suffit pas de le vouloir pour y arriver. Et nous sommes loin d'avoir trouvé le levier idéal pour le faire. Si on reprend la fameuse citation d'Archimède, « Donnez-moi un levier et un point d'appui stable et je soulève la planète, la Terre ou le monde ». Je pense que nous n'avons pas encore trouvé le levier et qu'au cours de cette discussion, nous essayerons de trouver des points d'appui qui ne sont pas aussi stables peut-être que dans la formule d'Archimède, mais voilà, qu'il y a des points d'appui quand même sur lesquels on peut se reposer pour la transformation sociale. Alors, avant de répondre à cette ambitieuse question, Jacqueline et Christine, je vais vous demander de présenter brièvement vos associations, puisque c'est aussi la vocation du collectif, de faire connaître la diversité et la spécificité des associations en Belgique. Donc, je propose que nous commencions par réalisation, transformation, animation. RTA. Hein? Téléformation. Téléformation. Voilà. Eh bien donc, moi je travaille à RTA, qui est réalisation, téléformation, animation, à Namur, qui est une association qui a été créée en 1973 par le MOC et la FGTB,
Donc nous sommes toujours pluralistes à l'époque actuelle. Et nous avons, pour faire court, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais nous avons 3 agréments différents. Un premier agrément qui est un agrément comme centre d'insertion socio-professionnelle, où on forme des jeunes demandeurs d'emploi au métier de caméraman-monteur. Un second qui est un agrément en aide à la jeunesse. On est un des services de formation agréés pour le secteur de l'aide à la jeunesse, pour les services agréés de l'aide à la jeunesse. Nous faisons des supervisions, des formations, des accompagnements de collectifs, etc. Et enfin, nous sommes une association d'éducation permanente agréée dans l'axe 3. Donc, nous produisons des analyses, des études, des recherches, des services, des outils, etc. Avec toujours comme point d'ancrage, effectivement, tout ce qui est les questions d'émancipation. Ça se croise beaucoup dans nos 3 agréments, puisque que ça soit pour travailler avec des travailleurs de l'aide à la jeunesse qui doivent travailler avec des familles en difficulté et des jeunes en difficulté ou en danger, on parle d'émancipation. On parle d'émancipation quand on forme des demandeurs d'emploi, et on parle d'émancipation en faisant de l'éducation permanente. C'est vraiment l'éducation permanente qui est le fil conducteur de nos 3 agréments. Merci Jacqueline. Je pense que beaucoup de monde connaît Christine Mailly et qu'on voit dans les médias, qu'on entend, et on connaît son combat à la fois infatigable et intelligent contre la pauvreté, contre en tout cas les mécanismes structurels qui l'engendrent. Mais peut-être que tout le monde ne connaît pas en détail quelle est la spécificité du travail du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Donc Christine, si tu veux bien nous l'expliquer en quelques mots. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Donc le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, c'est une ASBL, donc dynamique associative, qui a des origines en fait dans une existence informelle, puisque quand on remonte à 25 ans d'ici, le réseau wallon ne se nommait pas comme ça, mais c'était le forum de lutte contre la pauvreté qui rassemblait des travailleurs investis dans l'associatif et qui déjà à l'époque estimait que le travail qu'il faisait dans l'associatif était important, mais qu'il ne pouvait pas y déployer la force nécessaire convergente entre acteurs pour aller s'attaquer aux causes structurelles des inégalités et de la pauvreté. Alors, au fil du temps, les gens se sont réunis, ont mené des actions à caractère politique, des actions comme certains les appellent réinnovantes aujourd'hui, mais il y a 25 ans, certains d'entre eux investissaient des bâtiments pour dénoncer le logement vide, certains d'entre eux ont mené des actions publiques par rapport au droit et à l'accès à l'énergie. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils avaient gagné à l'époque le fait que les gens disposent d'un ampérage minimum pour avoir de l'énergie à domicile. Ce sont ces gens-là qui l'ont fait je dis, je remonte à 25 ans. Et puis au fil du temps, l'énergie humaine, elle est ce qu'elle est aussi. Donc le caractère informel s'est fatigué, c'est un peu épuisé. Et donc à un moment donné, ils se sont demandé, on poursuit ou on se saborde. Ils ont décidé de poursuivre. Et donc est né l'ASBL, alors Réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et à dire aussi, comme ça aborde déjà un peu des questions pour la suite, mais dans la présentation, ça a son importance. C'est que le forum de lutte contre les inégalités à l'époque a contribué à l'existence d'un réseau belge de lutte contre la pauvreté, puisqu'à l'époque où Jacques Delors a voulu mettre la pauvreté à l'agenda de l'Europe, il fallait que les pays aient des interlocuteurs nationaux. Il n'en existait pas. C'est donc la dynamique wallonne qui a été au contact de néerlandophones qui alors eux-mêmes ont initié un réseau flamand de lutte contre la pauvreté. Ensemble, ils ont conçu le réseau belge de façon à pouvoir être un interlocuteur légitime au niveau européen. Voilà, alors au niveau du réseau wallon, ce qu'il est aujourd'hui dans sa forme actuelle, c'est une ASBL composée d'associations. Quelles associations? Toujours le même esprit d'origine,
des associations de base qui ont un contact direct avec les populations et qui estiment qu'évidemment l'investissement qu'elles ont dans leurs associations est essentiel, quoi qu'elles fassent dans cette association. Donc on n'est pas dans un secteur en particulier. Il y a autant des associations qui s'occupent de petite enfance, de formation d'adultes, de logement, de droit au travail, etc., etc. Mais qui toutes, en effet, se disent il faut coaliser nos forces pour aller s'attaquer aux racines des inégalités. Et donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais avec cette particularité que les associations qui deviennent adhérentes reconnaissent la pertinence et la puissance des premiers concernés par la pauvreté, donc les personnes qui la subissent, qui subissent la vulnérabilisation, qui subissent l'exclusion, qui subissent la déconsidération d'eux-mêmes, la perte de droits, etc., qui subissent l'éloignement de l'emploi vis-à-vis d'eux, etc., qui subissent une école qui rate avec eux, voilà. Donc ces acteurs, ces personnes qui vivent ça, ben, on les considère évidemment comme des personnes à titre individuel pertinentes pour venir déposer sur la table l'identification des problèmes qui sont à l'origine de ce qu'elles vivent, évidemment de le travailler collectivement, complètement dans un esprit évidemment d'éducation permanente et de mener avec eux les luttes. Voilà, et puis de créer aussi des alliances. Alors au niveau des agréments du réseau wallon, puisque c'est quand même toujours intéressant de comprendre une association par ce biais-là, ben, nous avons 3 agréments qui nous consolident. Le premier, on est reconnu comme en éducation permanente. C'est pour nous très important d'être reconnu en éducation permanente parce que la philosophie de travail général du réseau wallon est fondée sur l'éducation populaire, l'éducation permanente, la construction par les populations de leur droit d'exister, de leur droit de revendiquer, de leur droit de conquérir du droit et des droits. Et donc on est reconnu pour faire vraiment de la participation, en contact direct, et puis en même temps pour mener des campagnes. Donc essayer de gagner des victoires en mobilisant l'espace public sous toutes ses formes, et ça veut dire les personnes qui adhèrent à cet espace public. Et puis on est agréé toujours en Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de l'aide à la jeunesse comme projet éducatif particulier. Et là, en fait, on a des axes de travail qui tendent à lier les enjeux politiques aux enjeux de la jeunesse, et singulièrement aussi d'une jeunesse parfois beaucoup plus vulnérable qui doit avoir recours ou à qui s'impose le recours à l'aide à la jeunesse. Et alors, du côté de la région wallonne, on est reconnu dans le cadre d'un décret qui nous confère le rôle de le réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie, et qui est un décret assez étonnant parce qu'il a une grande proximité avec finalement les objectifs d'éducation permanente, puisque c'est un décret où la région wallonne reconnaît la nécessité de la participation des premiers concernés pour être en dialogue avec les administrations, avec le Parlement, avec le gouvernement, etc., tout en lui laissant la liberté sur la manière de le gérer, de l'organiser. Et enfin, ben, on a une convention liée à la pas à la mise en œuvre, à la réflexion sur un plan de lutte contre la pauvreté en Wallonie, et puis des collaborations sporadiques avec d'autres acteurs. Merci Christine. Alors je ne l'ai pas spécifié, mais ça ressort fort de ta présentation. On peut dire qu'aujourd'hui, nous avons deux invités wallonnes au collectif 21 qui a parfois tendance à être un peu trop centré sur Bruxelles. Donc voilà, on peut le souligner. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif de notre questionnement. Donc en quoi, pourquoi, comment l'action associative peut-elle être vectrice de transformation sociale? Je propose que Jacqueline commence par nous exposer son point de vue, celui de RTA, et sur quelle base peut-être plus théorique elle se repose pour développer ce point de vue et cette action. Tout à fait, merci. Moi, j'ai vraiment eu envie de repartir de toute une série de travaux qu'on a déjà fait en termes d'analyse à RTA sur ce sujet-là. Et en faisant écho à ce que Christine disait, des conquêtes de droits et des choses comme ça, j'ai eu envie de repartir, moi, des travaux de Robert Castel, qui est un magnifique sociologue français qui a beaucoup travaillé sur les évolutions, les métamorphoses, même dit-il, de la question sociale, et notamment les enjeux de conquête de l'émancipation des individus.
parce qu'il disait, Robert Castel, qui malheureusement est décédé en 2013, il disait que pour pouvoir exister positivement comme individu, il faut avoir des droits de propriété, il faut être propriétaire. Et c'est un peu autour de ça que j'ai envie de partir. Il considérait qu'il y avait plusieurs types de propriété que je vais un petit peu expliciter. Et à mon sens, l'associatif a eu à son état naissant sa part dans la conquête de ces droits de propriété-là, et en a encore toujours aujourd'hui, parce que l'associatif continue à défendre la pérennité de ces droits, continue, et voire même s'engage dans des luttes contre des régressions de ces droits, parce que on peut constater que dans certaines situations, ces droits régressent, ces droits de propriétaire. Alors c'est une interprétation tout à fait personnelle du travail de Robert Castel, et je pense que Christine pourra avoir beaucoup d'exemples de luttes qu'il faut encore et toujours intensifier pour garder des droits ou pour les récupérer ou pour les obtenir. Robert Castel distinguait 3 types de propriétés. Donc, pour être un individu à part entière, il faut être propriétaire. Il faut avoir la propriété de soi, c'est la première. Il faut avoir une propriété privée et il faut une propriété sociale. Et c'est la conquête progressive et en plus toute relative, qui n'a pas fonctionné nécessairement dans les 3 cas. C'est la conquête de ces 3 types de droits-là qui permet une émancipation des individus. Et donc, je vais expliquer un petit peu ces 3 types de droits. Je ferai quelques exemples historiques pour montrer comment déjà l'associatif a pu travailler là-dedans et vers quoi on va maintenant. D'abord, la première propriété, c'est la propriété de soi. Alors, on sait que pendant des siècles, l'être humain n'a pas été le propriétaire de soi-même. Alors, bien entendu, les premiers exemples qui viennent à l'esprit, c'est l'esclavage, c'est le servage, c'est plus tard le paternalisme, le colonialisme, mais aussi le machisme. On peut aussi parler des sociétés traditionnelles où on était toujours l'homme de quelqu'un, on ne s'appartenait pas vraiment, ça constituait une entrave, mais ça pouvait être aussi une forme de protection, mais avec ses inconvénients. Finalement, pour être propriétaire de soi, il a fallu conquérir toute une série de droits individuels, mais qui est une grande panoplie et qui continue à être d'actualité maintenant. Le droit de vote, par exemple pour les femmes de pouvoir avoir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari, le droit à disposer de son corps, le droit à l'avortement, etc., etc. Donc depuis le début de ces conquêtes de la propriété de soi, une propriété progressive qui n'est jamais tout à fait acquise et qui demande encore et toujours de la vigilance. Alors, d'abord, la première chose que j'ai envie de faire remarquer, c'est que le droit d'association lui-même est une de ces conquêtes de la propriété de soi. Parce qu'on n'est pas totalement propriétaire de soi-même si on n'a pas le droit de faire alliance avec d'autres. Et ça n'a pas été une évidence historique d'avoir le droit de s'associer. Donc, on a 2 ou 3 petits exemples au cours de l'histoire. Il y a eu des expérimentations, des tentatives d'association. Autour de la Révolution française, on a eu par exemple les clubs. Les clubs qui étaient des sociétés où on s'entretenait des affaires publiques, où on s'entretenait de toute une série de choses. Il y a eu toute une série de clubs qui se proposaient un triple but finalement. C'était un but d'éducation, un but d'information et un but d'expression. Et vous pouviez trouver des clubs qui travaillaient autour de problèmes politiques, d'autres qui travaillaient autour de questions tout à fait spécifiques comme le capital, le travail, les moyens d'organisation, les femmes et tel type de questions, etc. Donc c'était vraiment des endroits d'ébullition où ce qu'ils voulaient d'abord, c'était l'éducation du peuple par le peuple.
Ça leur paraissait la condition même d'une véritable liberté. Voilà, ce qui était important là-dedans, c'est qu'on prenait au sérieux toutes les opinions qui étaient émises. On considérait que le maniement des idées, d'entrer dans la vie quotidienne, ça faisait partie vraiment, qu'il était naturel de parler, de penser, de s'instruire, etc. Donc je suppose que ça fait aussi déjà écho à pas mal de... C'est toujours un petit peu les revendications de l'éducation permanente, hein. Alors, évidemment, le pouvoir a bien compris le danger d'association et, par exemple, le Code civil napoléonien en France en 1804 avait interdit, en tout cas, avait conditionné très fort la fondation de toute association de plus de 20 personnes qui visait, si ça visait à s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, c'était soumis à l'agrément du gouvernement, sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. Donc, ça veut dire vraiment que c'était très cadenassé. Alors, évidemment, il y a eu toute une série d'expérimentations pour dépasser ça. Hein, à partir du moment où on ne pouvait pas être 20, bon, ils se sont arrangés parfois pour faire de tout petits groupes de moins de 20 et pour passer entre les mailles du filet. Plus tard, le programme de la Commune de Paris contenait la revendication du droit de réunion, de droit d'association, voulait vraiment combattre cette interdiction. Il y a eu toute une série, donc pour ce droit de propriété de soi, le droit de se réunir fait partie de ces conquêtes, mais on peut voir, même encore actuellement, nombre d'associations qui travaillent pour le droit d'être propriétaire de soi. J'ai évoqué tout à l'heure le droit à l'avortement. On voit bien que c'est remis en cause. Il y a des mobilisations qui se font autour de ça. Il y a des mobilisations qui se font autour de toute une série de droits qui tiennent à la propriété de soi, que ce soit la propriété de son corps, la propriété de ses faits et gestes, de sa liberté de mouvement, enfin, le fait qu'on soit des personnes libres. Et on peut aussi voir que peut-être il y a toute une série de régressions un petit peu insidieuses qui sont apparus finalement, y compris par exemple quand on est au CPS et qu'on est soumis à un PIS, est-on encore tout à fait propriétaire de soi-même? Quand on est une maman seule avec un enfant qui est placé en aide à la jeunesse et qui doit faire preuve de toute une série d'efforts, etc. Est-ce qu'elle a encore tout à fait droit à une vie intime, etc. Le droit à la propriété de soi, c'est quelque chose qui n'est jamais gagné. Ça, c'est le premier type de droit que Robert Castel évoque, de droit de propriété. La deuxième propriété qui favorise l'émancipation, c'est la propriété privée. Historiquement, à partir du moment où les anciens supports disparaissaient, donc on était l'homme de quelqu'un, comme je disais, mais on n'avait pas de liberté, mais on était défendu par son suzerain, par exemple, il faut autre chose pour survivre une fois que tout ça s'est éteint. Et donc l'idée, c'était surtout de protéger les personnes qui n'ont rien d'autre que leur travail pour seule propriété. Pouvoir être propriétaire d'un patrimoine. Alors, pour la question de la propriété privée, d'ailleurs, le droit de propriété privée est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais on voit bien, c'est même pas la peine de faire beaucoup de commentaires, qu'actuellement, le droit à la propriété privée n'est toujours pas acquis pour tout le monde. Il y a plein de gens qui n'y ont pas accès. C'est resté quelque chose, finalement, qui est resté dans le cadre de tout ce qui est le monde marchand, le monde du marché. Il y a eu des tentatives, évidemment, il y a eu des tentatives même politiques extrêmes, comme le communisme, etc. Mais on n'est jamais vraiment parvenu à avoir la propriété privée garantie pour tout le monde. Mais par contre, il y a eu toute une série aussi d'expérimentations, historiquement encore une fois, sur au moins pour être mieux propriétaire de son travail.
Par exemple, il y a eu des associations ouvrières de production, des expérimentations j'ai eu l'occasion de travailler, c'était fort intéressant autour de la situation des ouvriers de la soie, donc les canuts de Lyon autour des années 1830. Qui ont créé un journal des travailleurs qui s'appelait L'écho de la fabrique, et où on voit vraiment que toute une série de tentatives, c'était vraiment des tentatives d'essayer de s'unir, encore une fois, s'associer pour essayer de contrer la mainmise totale des patrons qui se sont mis ensemble pour essayer par exemple de créer une épicerie. Ils avaient appelé ça le commerce véridique, et vraiment en se mouillant, en s'associant autour de ça, et en partageant les bénéfices, redistribuant les bénéfices entre les consommateurs, les producteurs, mais aussi les gérants, donc de manière très, très, très libre. Il y a eu aussi beaucoup d'attirance parfois dans ces années-là autour de tout ce qui concernait la vision de Fourier du travail attrayant, qui était plus un travail, qui n'était pas un travail abrutissant, qui était source d'émancipation, de dignité, etc. Voilà, on parlait d'une collectivité sans uniformité, on parlait d'obéissance sans domination, ça laissait place à l'individualité, ce type de travail s'aménageait à chaque producteur des plages d'autonomie. Mais les canuts, et quand on lit leur journal, leur quotidien, L'écho de la fabrique, on voit qu'ils ont toujours gardé, ils étaient attirés par ça, mais ils ont toujours gardé une distance critique par rapport à toutes ces idées. On a vu aussi, c'est aussi du côté de Lyon d'ailleurs, dans les mêmes années, qu'on a vu arriver des embryons de mutuelles. On appelait ça le devoir mutuel ou le mutualisme, qui a commencé avec une quarantaine de chefs d'atelier qui après se sont multipliés pour former une association générale et mutuelle des chefs d'atelier qui revendiquait notamment des tarifs de prix qui étaient auparavant laissés au choix des patrons, et finalement c'est ce qu'on aurait appelé aujourd'hui une convention collective. Donc on trouve aussi là-bas des embryons de syndicats, des embryons de mutuelles, des embryons d'associations qui essayent de lutter pour l'émancipation. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler trop longtemps parce que mais ça vaut vraiment la peine de lire certains passages de leur journal, parce que c'est vraiment c'est d'un ton d'une actualité, franchement, on pourrait le reprendre tel quel sans rien renier, parce que ça reste vraiment, vraiment tout à fait d'actualité. Ils avaient vraiment vu, ils avaient vu loin, ils avaient vu juste. Alors donc, le droit de propriété privé, donc c'est quelque chose qui n'a pas vraiment été acquis pour tout le monde. Après, comme Christine expliquait tout à l'heure, le droit à l'énergie, toutes ces choses-là, ce sont aussi des luttes que des associations continuent à porter aussi pour que, au moins, les gens ne soient pas complètement démunis au niveau de la propriété, de cette propriété-là. Et le troisième type de propriété que Robert Castel met en avant, c'est la propriété sociale. Alors, la propriété sociale, c'est elle qui a pris un peu la place de la propriété privée qui n'arrivait pas à se mettre réellement en place pour tout le monde. C'est finalement la propriété des non-propriétaires. Tous les gens qui n'ont pas n'ont pas un patrimoine pour pouvoir subvenir à leurs besoins, pour pouvoir ne pas vivre au jour de la journée, etc., ont droit à une propriété sociale. Et
Et la propriété sociale, c'est quoi? C'est non pas la possession directe d'un patrimoine privé, mais un droit d'accès à des biens et à des services collectifs qui ont une finalité sociale. Donc c'est vraiment une propriété pour la sécurité d'existence. Et ça s'est posé surtout au XIXe siècle, parce qu'avec le développement de la révolution industrielle, une classe prolétaire s'est développée, s'est multipliée. Il y avait de plus en plus de personnes qui vivaient de manière très misérable. Quand on parle du paupérisme et qu'on lit les textes de cette époque, les termes sont durs. C'est vraiment, on parle de classe, c'est là les classes laborieuses, classes dangereuses, les instruments bipèdes, les personnes qui sont amorales, asociales, misérables, dangereuses, etc., etc. Et puis aussi, le salariat se généralisait, et finalement, c'est le travail qui était devenu central et pas la propriété privée. Et donc, finalement, on a inventé une propriété sociale qui est faite de 2 volets. La sécurité sociale, toute une série de garanties, de garde-fous pour la vie, de droit à avoir des services, etc., indépendamment du fait qu'on soit propriétaire. Donc c'est la propriété des non-propriétaires. La sécurité sociale, c'est vraiment la propriété des non-propriétaires. Ça va être lié au travail lui-même. Donc ce sont vraiment des droits qui sont liés à la question du travail. Si on perd son travail, on a droit au chômage. Si quand on arrive en fin de carrière, on a droit à un salaire différé qui s'appelle la pension, etc., etc. C'est tous ces droits-là qui permettent aux gens dont le travail ne permettait pas d'acquérir une propriété privée, d'être propriétaire d'une sécurité. Et l'autre volet de la propriété sociale, c'est ce qui s'est mis en place sous l'égide de l'État, c'est les services publics. Et les services publics qui vont assurer à tous des services équivalents, quels que soient les revenus de la personne. Ça n'a pas le service public, c'est vraiment un service qui va développer des choses qui ne vont pas pouvoir être capturées par le marché, par la marchandisation. Vous ne pouvez pas vendre votre droit à la pension, il est lié à vous, ce sont des droits qui touchent les personnes individuellement. Ça échappe à l'appropriation privée en raison de leur utilité collective. Ça, c'est pour la sécurité sociale, et les services publics rendent des services à tout le monde. On voit bien que pour l'instant, ces 2 volets-là sont fort battus en brèche. La sécurité sociale est de plus en plus mise à mal. On n'est plus beaucoup moins qu'avant dans une société assurantielle. On devient dans une société où il y a une assistance, mais qui est conditionnée à toute une série d'obligations et de conditions. C'est beaucoup moins universaliste. Et par ailleurs, les services publics sont aussi fort malmenés, de plus en plus démantelés, et de plus en plus traités comme des services, voilà, avec un management qui est celui du capitalisme plutôt. Et donc, encore une fois, ici, l'associatif a sa place dans la défense de ces droits-là, en tout cas, en essayant à sa place, c'est une constellation finalement. Il y a toute une série d'associations qui vont s'occuper de choses précises pour tenter de dénoncer, d'enrayer,
d'attaquer tout ce détricotage petit à petit qui semble être inéluctable pour peut-être un peu trop. Voilà, donc en fait, c'est dans toute cette évolution-là, l'associatif a eu une grande part, moi je pense continue et doit continuer à en avoir une, parce que c'est aussi un rempart, parmi d'autres, hein, mais c'est aussi un rempart pour éviter que tout se détricote trop vite. Merci Jacqueline pour ce premier propos et ce regard historique qui nous met effectivement, nous resitue dans une histoire et donc dans une perspective. Je signale juste que le collectif 21 est en train de préparer avec Radio Campus pour le mois de février une émission de radio, donc dans le cadre de l'émission Histoire des Savoirs sur l'histoire de l'associatif, donc ça pourra venir compléter le propos, qu'il y a déjà sur le site du collectif 21 l'un ou l'autre texte avec une approche plus historique, et que peut-être si certaines analyses de RTA qui illustrent ce que tu viens de dire sont disponibles, on pourrait les relayer sur le site. Donc maintenant, Christine Nuailly, donc à toi la parole par rapport peut-être plus concrètement à comment, au niveau des combats que tu portes et qui sont évidemment aussi liés à des conquêtes, maintien, défense de droits, voilà, comment vois-tu l'action associative et dans sa capacité d'opérer des transformations sociales, et comme tu y insistes souvent en disant, voilà, il ne suffit pas juste de répondre aux problèmes des personnes en situation de pauvreté aujourd'hui, il s'agit de transformer les structures sociales pour qu'elles n'engendrent pas de pauvreté. Je vais m'inscrire dans la continuité de l'intervention de Jacqueline, et je trouve que c'est toujours intéressant de rappeler des périmètres historiques, parce que une des choses peut-être qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que s'il y a besoin d'innovation aujourd'hui, et éventuellement de nouvelles manières de pratiquer, de nouvelles émergences émanant du terrain compte tenu des problèmes sociaux contemporains, mais aussi des problèmes démocratiques contemporains, des problèmes climatiques contemporains qu'il faut gérer aujourd'hui, on voit bien dans l'histoire que on invente sans inventer, et ce n'est pas grave. On voit qu'il y a des processus qui amènent des gens à un moment donné à dégager une injustice. C'est ça qui est chaque fois, hein, j'ai envie de dire, à l'origine de ce que Jacqueline évoque. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas juste, il y a de l'exploitation qui n'est pas juste, il y a des gens qui vivent bien et des gens qui vivent mal, et ce n'est pas juste, des gens qui sont riches et des gens qui sont les crèves-misères, des gens qui exploitent et des exploités. C'est un peu binaire ce que je dis, mais enfin c'est quand même ça qui est en général à l'émergence de quelque chose, et on voit bien qu'en fait c'est rarement partant du haut qu'on invente un dispositif pour voir comment combattre cette injustice, mais que c'est en général émergent et partant de ceux qui la subissent, ou si ceux qui la subissent sont trop affaiblis pour en porter le combat eux directement, en tout cas des gens qui sont dans leur giron relationnel et qui eux sont dérangés par cette injustice même s'ils ne la subissent pas, et décident de s'allier avec ceux-là entre autres pour la combattre. Donc je trouve que c'est intéressant de rappeler ça, parce que il me semble en tout cas que sur la courte carrière que j'ai toujours vu des émergences comme celle-là, avec peut-être des vagues plus fortes et des vagues plus endormies. Il me semble qu'on est quand même depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans dans quelque chose où les vagues deviennent plus régulières, plus houleuses, plus audacieuses, etc. Et que ça a peut-être été un peu trop endormi dans une période où il y avait une impression que les choses étaient plus simples alors qu'elles ne l'étaient pas. Mais le dispositif, moi, il m'apparaît toujours être un peu le même processus. Alors, ce que j'ai envie de dire, et je vais donner des exemples concrets par rapport à ça, j'en donnais un tout à l'heure, hein, par rapport à l'émergence des réseaux de lutte contre la pauvreté. Les gens, au moment où ils se sont réunis en forum il y a 25 ans, ils auraient pu ne pas se réunir, ils auraient pu ne pas se poser la question, oui, mais enfin, est-ce que finalement, dans le travail qu'on fait, il n'y a pas toute une part qui est intéressante, mais est-ce qu'on n'est pas aussi au service d'une espèce de réparation sparadrap qui est insatisfaisante? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas dit que ce qu'ils faisaient au quotidien était acheté à la poubelle.
parce que ça, ce serait enlever une pièce de puzzle en laissant la population dans la difficulté et en niant le fait que ce qu'il pose comme acte, en faisant de la formation pour l'emploi, en cherchant du logement, hein, etc., c'est comme si tout l'acte était négatif, alors que non, il ne l'est pas. Mais ils se sont dit, on doit compléter. C'est pas suffisant. Et ils ont décidé de compléter en disant, on va ramener ensemble à l'intérieur d'un forum. Et puis, on a bien vu qu'au fil du temps, cette émergence, je dirais, informelle, spontanée, a ressenti le besoin d'avoir un cadre. Hein, on est arrivé à une structure ASBL, etc., et puis a ressenti le besoin de déployer des moyens pour aller plus vite, plus fort, etc. Mais le fait de créer ça n'a pas automatiquement dit que tout ce qui était fait par l'associatif qui rejoint, par exemple, cette structure Réseau Wallon, n'a plus de pertinence. Et ce serait un grand danger, évidemment, d'aller scier la branche tant qu'on n'a pas réglé ensemble, collectivement, comment on remplace la branche. Et je trouve que ça, c'est très important dans la dynamique générale associative. Et donc, moi, je suis totalement réfractaire à ceux qui disent qu'il n'y a qu'un bon modèle, comme on l'entend parfois aussi dans la société aujourd'hui, l'émergence qui vient des citoyens aujourd'hui, c'est la bonne parce que c'est aujourd'hui qu'elle arrive et qu'il y a des personnes qui s'additionnent en se disant j'ai pris conscience. Mais non, il faut aller puiser dans ce qui a été fait avant, regarder ce qu'il y a autour, etc., et pouvoir construire ensemble. Je pense aussi que, avant de venir aussi à des exemples, en effet, il y a des questions à se poser sur... on est dans une période quand même extrêmement violente qui atteint au système, qui atteint, on l'a dit, hein, à la sécurité sociale, au service public, qui atteint la liberté associative. Hein. Moi, je suis originaire d'une association qui s'appelle le Miroir Vagabond, qui mène toute une campagne sur la liberté associative, qu'est-ce qu'elle veut dire, etc., en référence à l'évolution des dispositifs qui assimilent en quelque sorte l'associatif au choix économique, mais pas que. Hein, en essayant de voir comment continue-t-on à défendre et à intensifier ou reconquérir la liberté associative pour que cette liberté associative continue à rester au service du droit qu'on veut construire pour les populations. Donc il y a des gens qui bougent, qui prennent des initiatives, des associations qui vont aussi. Mais une des choses dans ce cadre-là, c'est aussi d'être à la fois un acteur qui connaît bien la matière pour laquelle il combat et qui est bien en alliance avec les populations qu'il dit vouloir rejoindre dans leur combat pour une liberté, une émancipation des droits, une reconquête du pouvoir de vivre finalement. Il faut aussi bien se nourrir de la connaissance des textes qui organisent l'associatif, des dispositifs, des décrets, etc., pour pouvoir aussi ne pas être celui qui met en fait le pied trop loin à ajouter de la règle à la règle, du contrôle au contrôle, etc. Mais au contraire, voir à travers l'ensemble de ces dispositifs quels sont les leviers, quels sont les atouts, quels sont les dangers, etc. pour jouer avec. Et pouvoir, quand je dis jouer avec, s'en servir pour s'offrir de l'espace. Donc l'espace, on peut l'avoir dans le champ de l'organisation qu'on représente, comme on peut l'avoir aussi en utilisant même les structures de l'État. Hein. Ça arrive très souvent au Réseau Wallon, mais comme à d'autres, d'aller en justice contre l'État aujourd'hui pour la reconquête de droits. Je dis ça parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui était beaucoup moins présent il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et aujourd'hui, on voit que, on utilise beaucoup plus ce levier-là. Et il y a d'ailleurs une conquête récente qui est arrivée, c'est de pouvoir aller en tant qu'associatif, en collectif, en justice, au nom de population, hein, ce qu'on ne pouvait pas faire au nom d'une cause collective, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. C'est aussi une victoire, ça, liée à un combat associatif. Alors, comment Jacqueline posait ça en termes de propriété, etc., et je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut relier à plein d'exemples sur le terrain de combats qui sont menés par les uns et les autres. Allez, quand on parle de propriété, évidemment, et on sait bien que c'est pas que ça veut dire, mais allez, on le sait, nous on pense tout de suite, tiens, logement aussi. Hein. Voilà bien l'accès au logement, un droit qui reste compliqué aujourd'hui, alors que ça devrait être une évidence. Et donc, voilà. Mais
même si ça reste très compliqué aujourd'hui et qu'il y a une injustice majeure au fait de ne pas avoir accès au logement, on a vu au fil du temps que de nouveau des acteurs se sont organisés à partir de l'informel et puis on commence à formaliser en construisant en associatif et donc à intensifier la dynamique. Allez, je pense aux agences immobilières sociales aujourd'hui, pour la part en tout cas que je connais de Wallonie. Typiquement en Wallonie, l'origine des agences immobilières sociales est dans le giron tout à fait associatif qui n'était pas lié au logement. Donc ce sont quelques associations qui se rendaient compte que le droit au logement était un véritable handicap pour des personnes pour arriver à pouvoir non seulement s'émanciper, mais s'installer dans la vie avec une sécurité. C'était des maisons d'accueil, etc., qui se sont mis ensemble à un moment donné pour trouver des solutions de ce type-là logement, et puis qui se sont dit, mais donc ces solutions-là, ça aurait du sens que ça s'étende parce qu'il y en a bien d'autres que les personnes qui nous fréquentent qui sont confrontées à cette réalité-là, et puis qui ont créé un premier dispositif, etc., etc. Et aujourd'hui, on est avec un modèle d'agence immobilière sociale, en Wallonie en tout cas, qui sont, j'ai envie de dire au niveau de leur gestion, un organe composé de communes, de CPS et dans un certain nombre de cas, là où ça continue à être porté par la base, par des associatifs, parfois même avec des comités d'attribution où d'autres associatifs sont associés, etc. Et donc on voit qu'il y a une forme tout à fait émergente et qui reste au service de l'objectif à rencontrer. Après, est-ce que c'est parfait? Est-ce que sur l'ensemble de la création du dispositif aujourd'hui subventionné, reconnu, agréé, etc., il n'y a pas des tendances à ce que certains oublient le S de agence immobilière sociale? Si, évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, qu'est-ce qu'on fait collectivement pour arriver à maintenir cet aspect du S dans une combativité nécessaire et indispensable? C'est là qu'on est dans cette confrontation aujourd'hui de sociétés qui passent tout à la moulinette plutôt des finances et d'une vision plutôt capitaliste de la société. Il faut mener un combat. Mais on prend les agences immobilières sociales, mais vous avez un autre modèle à côté qui sont les associations de promotion du logement. Eh bien là, c'est encore un autre modèle. Et là, ce sont des gens qui se sont dit, mais en fait, il faut des logements particuliers pour des trajets de vie particuliers. Et là, ça ne trouve pas sa place à l'intérieur des cadres. Et ils ont commencé à inventer de nouveau, avec de la bonne volonté, etc., et puis à un moment donné, un dispositif associatif, et qui aujourd'hui reste très combatif pour arriver à faire du logement très particulier. Et on voit que des acteurs comme ceux-là, aujourd'hui, font des ponts entre... par exemple, des acteurs de l'aide à la jeunesse, des acteurs de l'accompagnement social, etc., pour arriver précisément à constituer, j'ai envie de dire, du droit de propriété privée, même si c'est comme locataire, mais du droit d'habiter en sécurité, en étant accompagné, etc., etc. Mais vous pouvez prendre dans le logement encore un autre modèle qui est tout à fait intéressant, même si c'est plus compliqué, donc ça prend plus de temps, et où là, on est sur un autre rapport encore au logement, le Community Land Trust, qui est l'idée d'arriver à dissocier la maison du sol, donc qu'on ne soit jamais propriétaire, en quelque sorte, en bien propre, mais qu'on soit sécurisé toujours. De pouvoir, etc., etc. Ça, c'est des modèles qui vont plus vers le logement à l'allemande, par exemple, où il y a beaucoup plus de locatifs que d'acquisitifs, mais les gens en Allemagne sont sécurisés sur le locatif, ce que nous ne sommes pas chez nous. Puisque aujourd'hui on a toujours ce combat de rapport de force entre les propriétaires, qui sont un lobby très important, et le domaine de la location. Bon, je m'étends un peu en décrivant dans le logement, mais c'est parce que ce que je veux dire autour de ça, c'est que, par exemple, autour du logement, il y a, Jacqueline a utilisé le mot constellation, mais c'est un peu ça, il y a un ensemble d'acteurs qui sont arrivés par des portes d'entrée différentes pour répondre à des réalités sociales injustes différentes et qui ont senti la nécessité de créer des dispositifs particuliers, mais qui se parlent, qui articulent, qui augmentent, etc. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a tout gagné sur le logement et qu'il n'y a pas... Non, évidemment. Mais c'est une conquête progressive qu'il faut continuer à faire. Je trouve aussi que aujourd'hui, on est dans des débats croisés où il y a plus d'audace sur la rencontre entre des acteurs qui étaient rangés dans des cases auparavant au niveau de l'associatif. Je prends l'exemple
social-climat. Et pour être même précise, si aujourd'hui on parle de la taxe carbone, par exemple, hein, comme une possibilité de piste pour régler les problèmes climatiques, on sait que cette taxe carbone, si elle est envisagée, elle est appliquée classiquement, etc., elle sera socialement injuste. Or, on sent qu'on est dans une tension sociétale forte. Tous les gens du climat, à juste titre, disent il y a urgence. Il faut aller vite et donc il faut avancer avec ceux qui savent avancer, quoi, en quelque sorte. Hein. Et puis d'autres, les gens du social qui disent minute, hein, papillon, parce que les déjà oubliés d'avant, sur le coup, vont encore être les perdants du moment. Et si vous continuez à nous raconter qu'on traitera les perdants après coup, on sait déjà, tous les gens qui sont dans la pauvreté savent que ça, c'est les laisser dans la pauvreté. Hein. Toutes les politiques qui se créent sur le après-coup, c'est laisser dans la pauvreté. Et donc, on sent ici qu'il y a un rapport de force qui se joue entre associatifs. Alors, avec progressivement là-dessus, comme pour d'autres exemples, hein, une forme d'intelligence à un moment donné, à se dire, est-ce qu'il ne vaut pas mieux gagner ensemble que de perdre l'un contre l'autre, et progressivement, le rapport de force imposé plutôt par les acteurs du social dans le champ des acteurs du climat commence à peser un peu, à se dire, et ça ne va pas tout droit, là, cette taxe carbone, il y a des freins, etc. Mais ça, ce sont des acteurs associatifs qui l'imposent. Alors, associatif formel, informel, parce que ça, c'est un débat du jour. Hein. Est-ce qu'il faut être une ASBL? Est-ce que ça étant, pour moi, la question ne se pose pas tellement en termes de formel, informel, bien que le formel, à un moment donné, permet un travail dans la durée et une consolidation, et donc parfois une force cumulée au fil des années qui fait qu'on peut gagner plus et plus fort. Mais que ce soit formel ou informel, pour moi en tout cas, ce qu'il faut, c'est que de toute façon, ça ait la vision collective émergente au bénéfice de ceux qui sont les écrabouillés. Et si ça s'oublie, alors moi, peu importe la forme, qu'elle soit formelle ou informelle, c'est mauvais. Et donc, c'est ça qui doit jouer, je pense, dans le champ de la société aujourd'hui, de mon point de vue. Voilà. On pourrait parler de combats, par exemple, qu'on ne gagne pas depuis des années, et sur lequel l'associatif est très présent. Je vais prendre un exemple, le statut cohabitant. On sait que le statut cohabitant, hein, c'est une violence, enfin, s'il y a bien quelque chose qui dépossède de la propriété de soi, par exemple, hein, voilà un bel exemple, hein, c'est ce fameux statut cohabitant. Et on voit que malgré l'objectivité de la dénonciation, j'ai envie de dire, de ce statut, on n'arrive pas à avancer fort. Bien que, alors vous allez me dire c'est trop d'optimisme et c'est trop lent, peut-être, mais en même temps, moi je suis plutôt pour qu'on se dise, voyons comment on cumule les petites victoires et comment on les articule pour passer à un cap plus fort. Aujourd'hui, dans la déclaration de politique fédérale du gouvernement, il va y avoir le fait de supprimer le statut cohabitant pour les personnes porteuses de handicap. Alors évidemment, c'est terriblement insatisfaisant. Il n'y a pas de raison de commencer à dire qui devrait rester sous statut cohabitant et qui ne le devrait pas. Mais il n'empêche que ce résultat écrit dans la déclaration de politique fédérale, c'est le fruit du travail acharné d'associatifs divers qui ont travaillé chacun de leur côté, puis ensemble, puis etc., et qui fait que c'est inscrit dedans. Il va falloir mettre le pied dans la porte, il va falloir s'en servir pour aller plus loin, etc. Je pourrais donner un autre exemple, alors là, qui est de l'ordre de la coalition aussi, c'est, vous vous souvenez sans doute, enfin ceux qui ont connu ça, ils se souviennent sans doute il y a quelques années qu'on a mené un travail intense pour refuser que soit imposé aux bénéficiaires du revenu d'intégration sociale dans les CPS le fait de travailler gratuitement, le fameux travail communautaire. Eh bien, il y a eu là un travail intelligent, je dirais, partant d'associatifs qui savaient faire remonter de la base ce que voulait dire cette injustice et en quoi ça allait impacter les gens, et puis qui a amené à créer des alliances fortes entre acteurs pour pouvoir le mener. Et donc voilà, et on peut multiplier un certain nombre d'exemples. Il y en a actuellement, il y en a sur la table. Pendant cette crise sanitaire,
un combat a été mené pour dire qu'il n'y a aucune raison que les ménages ne soient pas considérés comme une entité économique au sens noble, ayant besoin d'argent pour vivre, mais donc étant aussi un acteur qui consomme, qui paye ses dettes, qui paye son loyer, qui sait payer l'énergie, qui sait manger, etc. Et donc une revendication forte par l'associatif qu'il y ait une aide directe venant de la sécurité sociale. Donc là, c'était le souhait double, aider les ménages, renforcer la notion de sécurité sociale, et qui aille directement aux ménages. Alors, on a faiblement gagné, parce qu'on a gagné que pour une partie des gens, donc injustice majeure qui reste sur la table, la somme qui est accordée est trop faible, et elle est pour trop peu de temps. Mais on est allé mettre le pied dans la porte quand même, qui est une somme qui arrive dans certains ménages directement par la sécurité sociale. Évidemment, il faut intensifier le combat. Et aujourd'hui, cette injustice, par exemple, puisque je disais qu'on pouvait avoir recours à la justice comme outil de travail dans l'association, dans l'associatif aujourd'hui, eh bien, c'est que on est en train de rassembler des personnes qui veulent aller au tribunal du travail pour dénoncer l'inéquité pratiquée par l'État fédéral dans le fait d'attribuer et sur base de cette inéquité de pouvoir revendiquer. Et donc là, on voit que c'est des alliances citoyens portés par l'associatif avec un lien au syndicat, etc., qui sont en train de mener le travail. Et le dernier, je peux en dire plein d'exemples, mais le dernier exemple que je vais peut-être prendre comme ça dans l'ensemble, c'est aujourd'hui, la question de l'accès au travail, évidemment, l'état social actif est une des pires, un des pires éléments, évidemment, qui a un impact sur tout le monde, sur la vie des gens, sur l'organisation associative, etc. Moi, je ne suis pas naïve, l'organisation associative est impactée par des réglementations qui sont liées à l'idéologie de l'état social actif, etc. Mais on voit aussi à quel point les associations ont une intelligence de contournement, une intelligence de résistance, une intelligence de combat, etc., ou de non-soumission pour essayer de combattre ça. Mais dans ce cadre-là, tout en sachant qu'il faudra voir tout ce que cela devient, inspiré par la France, il y a une réflexion, par exemple, sur territoire zéro chômeur de longue durée, et territoire zéro chômeur de longue durée, on pourra en parler longuement sur les avantages, les inconvénients, etc. Mais il a au moins ce mérite de dire et de redire, de ramener, même si c'était déjà pratiqué par d'autres, par certains sans qu'ils ne se nomment comme ça, qu'on doit retourner vers la notion de travail librement choisi, que personne n'est inemployable, que personne n'est incasable, que c'est l'emploi qui s'est éloigné des gens et pas les gens qui sont éloignés de l'emploi, même si d'autres, moi j'étais dans des associations et au réseau on le pratique toujours, on pratique territoire zéro chômeur parce qu'on a toujours accueilli à l'emploi des personnes de cette façon-là et elles qui entraient en disant ce qu'elles allaient être capables d'apporter, un accompagnement, etc. Mais ça remet ça au cœur et donc on voit aujourd'hui des associations interrogées par cela, soucieuses de s'y associer, d'autres questionnées, d'autres chez qui ça remet au cœur cette propriété de soi, travail librement choisi par exemple. Dieu sait si c'est quelque chose qui est aujourd'hui... c'est un caprice, travail libre. Quand on est pauvre, c'est un caprice. Quand on est dans l'aisance et qu'on peut attendre, etc., vouloir trouver le travail dont on a envie, ça va. Mais donc, on voit qu'il y a des convergences, des émergences d'idées qui peuvent croiser des dynamiques qui existaient déjà sur le terrain et qui peuvent amplifier les choses. Après, voilà ce que je vais peut-être m'arrêter là parce que je pourrais donner encore beaucoup d'exemples sur l'eau, sur l'énergie, sur la santé, etc. Moi, je terminerai en disant que je pense que de toute époque, ça a été un combat. Et je continue à penser, moi personnellement, que en effet, il y a les acteurs associatifs sont toujours un levier essentiel et très important. Et qu'une fois encore, je veux dire, parmi les acteurs associatifs, il y aura ceux qui seront plutôt les moteurs de quelque chose se fondant toujours sur l'injustice. Il y aura aussi parfois des acteurs associatifs qui vont être dans une fragilité temporelle en tant
en tant qu'acteurs et qui ne peuvent pas être au front immédiatement. Ça, un peu comme je le dis aussi par rapport aux personnes en situation de pauvreté, il y a les plus forts des plus faibles. L'écrouler complètement, il ne sait plus nécessairement aller au front. Mais il y en a d'autres qui savent aller au front et ça ne dit pas que l'écrouler n'est pas d'accord avec, mais il faut lui laisser le temps de se refaire. Je pense qu'on est dans une temporalité où il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et le pire serait évidemment de les opposer. Mais par contre, il faut remettre le sens au cœur. Et le sens au cœur, c'est est-ce qu'on est bien au service, en effet, de l'émancipation des populations, avec elles, partant d'elles, construite avec elles, dans une reconquête de pouvoir. Parce que c'est bien une question d'occupation de l'espace, d'usage de l'argent et donc de reconquête de pouvoir. Merci Christine donc, pour ces propos, comme toujours, stimulants et encourageants. Ce que je retiens notamment de tout ce que tu as dit pour le collectif 21, c'est que il n'y a pas une seule recette, il n'y a pas une seule manière d'agir ou de faire association, qu'il y a de tout temps des émergences et puis qui bougent de forme. Et surtout, ce que tu as dit, c'est que pour arriver à des transformations, pour faire avancer les choses, il faut à la fois sortir de son giron, de son secteur, de sa spécialité, et se mettre ensemble. Donc j'ai envie de dire, il faut sortir de son association et s'associer avec d'autres. Aujourd'hui, peut-être faire association, aujourd'hui et demain, ce serait ça, c'est sortir de son association et faire association avec d'autres pour œuvrer aux transformations qui deviennent de plus en plus nécessaires. Donc ça pourrait être un propos pour le collectif 21. J'ai envie de lancer quand même un peu la discussion sur... Donc tu as ton point de vue, et puis Jacqueline pourra intervenir aussi. Ton point de vue a bien souligné des petites victoires et d'autres sur lesquelles on n'a pas gagné. Et voilà, moi j'aimerais revenir sur est-ce que dans l'ensemble, est-ce qu'on gagne plus ou est-ce qu'on perd plus. Tu es revenu sur, j'ai envie de faire un jeu de mots, le statu quo du statut de cohabitant. Il y a plein d'autres combats. Moi j'ai travaillé beaucoup avec les sans-papiers, les migrants, etc. C'est des combats qu'on mène depuis des années sur lesquels on gagne très peu, on a plutôt tendance à avoir des régressions. Jacqueline avait aussi dit que sur toute une série de droits, il y a des régressions. On est bien d'accord que les inégalités, elles ont plutôt tendance à augmenter, qu'à diminuer. Et donc, il y a des petites victoires, mais quand même, est-ce que dans l'ensemble, on ne perd pas du terrain, ou est-ce que ça a toujours été le cas? Peut-être que historiquement, ça a toujours été le cas. C'est qu'on était face à plus puissant que nous, et c'est par petites victoires qu'on a pu faire bouger les choses. Alors, est-ce qu'on perd du terrain ou est-ce qu'on en gagne? Moi, quand je parle de petites victoires, pour moi, ce n'est pas sans importance. Parce que d'abord, c'est important de nourrir les gens du fait qu'on est capable de gagner. Je trouve que ça, c'est vraiment très important de le réinscrire dans le panorama et associatif et institutionnel et des gens. Moi, je sais évidemment qu'on est face à un rouleau compresseur actuel, général, du libéralisme, du capitalisme, etc., de la marchandisation et de la financiarisation de tout, etc., qui est à l'œuvre de façon massive. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand une équipe de football perd, c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de leurs supporters. Je pense que c'est plus on est dans cette adversité déséquilibrée, qu'on a besoin d'être là, en action, fort, à coaliser, je veux dire, les processus, les luttes, etc. Alors, peut-être que c'est pas très subtil de ma part, mais moi, j'ai envie de regarder à l'engrangement des victoires, parce que je pense que le pire, c'est de laisser s'installer dans la tête que on ne serait plus capable d'influencer, d'avoir un rapport de force, de modifier, de changer, etc. Or ça, je trouve que c'est un état dépressif déjà bientôt trop présent,
en général, et c'est un peu ce que je vais faire un peu une image caricaturale, mais je dis toujours moi que ça sert à rien de gémir et de faire des jérémiades autour de la tasse de café à la pause boulot. Alors je préfère qu'on prenne un temps à prendre un article politique ensemble et à discuter, ou à se demander à quel endroit on peut aller déposer des luttes pour avoir des chances qu'elles existent. Donc voilà, moi ça c'est ma vision. Alors c'est pas une réponse très... Tu vois, j'entends bien, tu dis les sans-papiers, c'est un peu une impression d'un puits sans fond, et en effet, et suivant les gouvernements qu'on a, on a un peu plus, un peu moins, mais c'est souvent plus un peu moins qu'un peu plus, on est bien d'accord. Et alors en même temps, allez, sur quoi s'appuie-t-on? Moi, je viens de voir en région wallonne, c'est pas du tout une grande révolution, hein, mais les collectifs autour des migrants en transit ont obtenu que la région wallonne intervienne pour une première fois financièrement pour soutenir les démarches, etc. Alors que jusque-là, ils disaient pas nous, c'est le fédéral, etc., etc. Alors c'est rien hein, au milieu du combat qui est de faire des couloirs sécurisés, d'arrêter de croire que l'Europe, est envahie, etc. Mais ce que je vois, c'est que, moi, mon point de vue, c'est qu'il ne faut désespérer aucun étage. Moi, j'attends de ceux qui se battent au plan international, au plan européen, au plan mondial, d'y mettre toute la gomme au maximum pour, en effet, faire des couloirs sécurisés, etc. Comme j'attends de nous, par exemple, au réseau wallon, d'arriver à démontrer qu'il n'y a pas d'opposition entre les pauvres de chez nous, disent certains, et ceux qui nous envahissent. Ça, c'est notre rôle, à nous, je trouve, de dire il y a pas de bonne ou de mauvaise pauvreté et il n'y en a pas qui viennent aggraver la pauvreté, c'est pas ça qui en est la cause. Et donc ça, c'est notre job, comme le job de certains collectifs qui font que les migrants en transit, etc. Et comment est-ce qu'on essaye que tout ça résonne l'un avec l'autre pour arriver à de plus en plus créer le rapport de force. Voilà, moi, je ne sais pas voir les choses autrement. Sinon, je trouve que c'est... Je pense qu'il y a un danger à laisser davantage l'impression de l'impossibilité d'agir, surtout dans le champ des associations. Je pense que ça, c'est ce qui tue le plus. Et quand on dit, par exemple, que, et c'est vrai, hein, que l'État social actif, que certaines réglementations, que etc., etc., réduisent la sphère d'autonomie et de liberté de l'associatif, et c'est vrai, il y en a qui le réduisent, et on peut se laisser réduire aussi. Mais ce qui est aussi dangereux, c'est de se laisser imprégner du fait qu'on n'ait plus la possibilité de s'organiser autrement, qu'on n'ait pas la possibilité de réfléchir à ça autrement, qu'on n'ait pas la possibilité de faire des alliances autrement, qu'on n'ait pas la possibilité de se décaler légèrement de la mission initiale. Ça, je pense qu'il y a encore de l'espace. Je pense qu'on est dans une sphère organisationnelle, malgré toute l'adversité qu'il y a, qui laisse encore de l'espace à ça. Et je trouve qu'il faut cultiver ça dans le monde associatif aujourd'hui très très fort. Et donc, on pourrait voir dans tout ce qui inquiète le collectif 21, et qui n'est pas seulement le nouveau code des sociétés, des associations, mais toute une série de fonctionnements par appel à projet, de managérialisation de l'associatif, etc. Tout cela qui inquiète l'associatif, parce que selon nous, ça lui fait perdre son âme et son objectif central. Tout cela pourrait être une opportunité, quelque part, puisque nous terminons un cycle d'associatif, pour l'associatif, de se réinventer, de redéployer d'autres stratégies, d'autres façons de travailler ensemble. Ça, voilà, on pourrait peut-être avoir cet optimisme-là, en t'écoutant. Je ne sais pas si c'est ça qui permet de se réinventer. Je pense qu'en tout cas, cette adversité-là ne doit pas anéantir la possibilité de réfléchir à comment on peut agir vis-à-vis de ça, mais comment on peut rester un acteur qui autodétermine de la liberté encore à l'intérieur de son association. Ce que je veux dire par là, c'est évidemment tout ça, moi je suis con, les appels à projets, bref, tout ce qui déstructure une consolidation qui constitue de la liberté possible, plus importante, évidemment.
Donc je suis complètement contre et je pense aussi qu'on doit parfois faire réfléchir mais c'est parfois des questions de survie, hein, c'est vrai, mais quand c'est pas des questions de survie, est-ce qu'on y fait appel, est-ce qu'on n'y fait pas appel, est-ce qu'on joue avec ça, est-ce qu'on ne joue pas avec ça, etc. Il y a encore un peu de marge de liberté, pas pour tout le monde, hein. Il y a de la marge de liberté pour certains. Donc comment est-ce que cette liberté-là, on s'en saisit, mais comment est-ce que, même si on est contraint par moment à une concession à quelque chose, on réfléchit à la sphère de liberté qu'on continue à s'offrir dans la manière, si on fait de l'insertion socio-professionnelle, d'accueillir aussi des gens qu'on a envie d'accueillir alors que la règle aurait tendance à l'empêcher, etc., etc. Je prends cet exemple-là, je pourrais en prendre d'autres, il y en a plein dans tous les domaines. Donc comment est-ce qu'on est inventif pour slalomer avec les frontières des réglementations, mais aussi pour ne pas se laisser démoraliser, que l'esprit ne soit pas conquis. Parfois, il y a un paradoxe, hein, on est contre ces dispositifs qui arrivent, mais finalement, on accepte que son esprit en soit complètement pollué. Et donc, on a l'impression que les pieds et les mains sont liés alors qu'ils ne le sont pas encore. Donc, comment, voilà. Et donc, je pense que, évidemment, des espaces de réflexion et tout ça, ça aide à ça. Hein, des espaces de nourriture croisés entre secteurs, ça aide à ça. Des espaces de formation, ça aide à ça. Recomprendre l'histoire, comme Jacqueline vient de nous en partager un morceau, et comme tu dis que ça se trouve sur le site, ça aide à ça aussi. Se nourrir de comment certains ont trouvé une solution pour contourner ce qui les briderait, ça aide aussi. Donc moi, je suis plus dans la propension à ne pas comment dire ça, s'auto-priver de la possibilité de continuer à inventer comment fonctionner malgré tout ça, tout en le combattant, tout ça. Alors justement, Jacqueline, par rapport à cette forme de défaitisme ou d'impuissance, ou de dire ben voilà, il y a plus d'alternative, le rapport de force est défavorable, ces états un peu dépressifs actuels dont je me faisais le porte-parole, est-ce qu'il est, voilà, est-ce que c'est un symptôme de l'époque, ou est-ce qu'il n'est pas lié aussi à une idéalisation du passé, parce que j'imagine que de tout temps, surtout quand on voit les combats que tu as évoqués, de tout temps l'adversité était grande. Est-ce que on n'idéalise pas les heures de gloire des grands mouvements ouvriers, de l'associatif? Est-ce que j'imagine que toujours l'associatif et ceux qui voulaient faire œuvre de transformation sociale se sont heurtés à de l'adversité? Oui, tout à fait. Mais je pense, et je suis d'accord avec ce que Christine dit, que le défaitisme, il ne faut pas se laisser attaquer par ça. Par contre, il faut avoir une vigilance. Il faut garder une vigilance sur plusieurs choses, à mon sens. D'abord, être toujours un intermédiaire. L'associatif, c'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire entre qui? Entre des populations, entre des groupes et d'autres instances au-dessus, sur le côté, à faire des contacts que les gens n'auraient pas pu faire seuls. Être toujours bien vigilant, d'être à cette place-là entre les deux, mais dans le sens vraiment être entre, intéressé, quoi. J'appréciais beaucoup ce que Christine disait tout à l'heure. Il faut aussi dire aux gens, c'est pas seulement porter leur parole vers ailleurs, c'est aussi porter la parole d'ailleurs vers les gens. Quand Christine disait qu'il ne faut pas dire que, il faut aussi expliquer aux gens que les étrangers c'est pas des ennemis, des choses comme ça. Donc il faut être à sa place, là, je pense, de vraiment permettre l'émergence de toute une série de revendications qui peuvent devenir collectives, mais qui ne seraient pas nécessairement dites si l'associatif n'était pas là, s'il n'y avait pas des mouvements associatifs qui
dont le travail, notamment, c'est d'avoir des oreilles et d'écouter, pour utiliser le beau terme de Thierry Gaudin, l'écoute des silences. Hein, c'est aussi un peu ça que l'associatif doit faire, écouter ceux dont la voix ne peut pas être portée. C'est un petit peu l'ADN de RTA au départ, quand on a créé une radio au moment des radios libres, une radio locale dans un quartier de Jambes, pour pouvoir donner la parole aux gens à qui les médias ne donnent jamais. Donc c'est vraiment continuer à porter ce qu'on entend qui vient du terrain, et aussi dans une optique d'éducation permanente, informer les gens, qu'ils puissent prendre la mesure des choses. Ça, c'est la première chose aussi. Bien rester à cette place-là. Ensuite, ne pas se priver d'alliance. Ne pas se priver d'alliance. Christine évoquait aussi tout à l'heure l'alliance, par exemple, avec des syndicats. On a des combats qui se rejoignent. Certains, il faut les mener ensemble, sans aucun doute. Il faut aussi, je pense, être vigilant à ne pas avoir un phénomène, et ça c'est le défaitisme qui peut l'amener, un phénomène où finalement on laisse gagner l'ennemi, c'est-à-dire le capitalisme, en devenant concurrent des autres, notamment parce qu'on court après les appels à projets, après ceci, après cela, ou parce qu'on a des représentations négatives croisées. Par exemple, j'entends de plus en plus, et je trouve ça dommage, qu'on dit que l'associatif, c'est un sous-traitant des services publics. Bon, la charte associative, c'est pas ça qu'elle dit. Hein. Cette charte associative, il faudrait la brandir et la revendiquer beaucoup plus souvent. C'est vraiment la charte associative, c'est que cette propriété sociale que sont les services publics puisse travailler en étroite collaboration avec l'associatif. Donc on n'est pas des sous-traitants, mais on peut avoir des regards négatifs croisés, nous associatifs par rapport au service public, le service public par rapport à l'associatif, et ça ne fait que faire gagner l'adversaire. Donc voilà. Merci. Nous approchons la fin de notre émission. Peut-être je te poserai encore, Jacqueline, une question, parce que Christine on a parlé dans son propos. Toutes ces contraintes qui pèsent maintenant sur l'associatif, administratif, etc., et peut-être d'autres raisons aussi générationnelles, amènent de plus en plus les jeunes à vouloir s'associer, faire des collectifs, s'organiser, etc., mais en dehors de l'association. C'est une des questions, évidemment, qui nous travaille au Collectif 21, et peut-être qu'on a des préjugés, on va approfondir ça avec les premiers concernés, mais sur cette question, finalement, de la liberté que donne le fait dans l'informel, mais peut-être... comment à RTA vous réfléchissez à cette question entre la liberté de l'informel et la nécessité de formaliser pour durer, pour être entendu des pouvoirs publics, etc. Est-ce que peut-être tu peux nous donner ton point de vue sur cette question-là? Quand tu parles de l'informel, tu veux dire... Du non-institutionnel, des mouvements, des collectifs qui ne se formalisent pas en association, en institution. Ma foi, c'est de leur droit. Hein. On peut très bien ne pas s'instituer. Ça dépend aussi à quel stade de développement ils en sont. Hein. Les débuts, ça peut être aussi le tâtonnement, la recherche. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, mais on ne sait pas encore trop bien par quel bout le prendre. Donc voilà, si tout ne s'institue pas. Pour reformuler ma question autrement, certains vont dire que aujourd'hui, rentrer dans une association, travailler dans une association, c'est quelque part être déjà pris dans le système et s'empêcher la transformation sociale. Et d'autres vont dire, sans passer par l'institution, on a finalement peu d'impact. Non, je pense que ça fait peut-être partie des représentations négatives croisées qu'on peut avoir aussi. Hein.
Oui, moi la chose qui je trouve pourrait être problématique là-dedans. Moi qui ai de l'émergence de gens qui ont envie de sortir demain, de se rassembler, de dire ben non, on veut pas, on n'a pas envie de rejoindre telle organisation, on a envie de penser par nous-mêmes, de faire par nous-mêmes, d'être dans l'auto-organisation, etc. Je pense il me semble aussi que c'est de tout temps que ça existait. Quand je donnais l'exemple du réseau Wallo, c'est comme ça que ça a démarré. Hein. Les gens qui ont... Voilà. Mais on pourrait prendre d'autres exemples. Ce qui est plus problématique, je trouve, c'est si les acteurs à l'origine de ça, ou si d'autres extérieurs, qui ne sont pas à l'origine de ça, mais qui sont des observateurs, commencent à opposer, j'ai envie de dire, les modèles, l'associatif structuré, organisé, subventionné, etc., ce qui est émergent et tout ça, comme le bon et le mauvais, quoi, hein, le jeune et le ringard, le libre et le récupéré, hein, c'est un peu ça. Ça, je trouve que c'est dangereux et que ça n'a pas d'intérêt. Mais je peux comprendre qu'il y ait du débat autour de ça entre les acteurs, mais ça, je trouve que c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que c'est faire perdre son temps, de mon point de vue, à toutes les parties. Parce que je pense qu'il y a dans l'associatif organisé, mais maintenant, après l'associatif organisé, c'est comme on dit, les jeunes. Hein, il y a toutes sortes de manières d'être associatif, organisé, subventionné, etc. Et sans aucun jugement sur il y a toutes sortes, il y a une panoplie. Mais je veux dire, il y a des gens là qui ont fait un chemin qui n'est pas nécessairement un chemin à jeter à la poubelle, qui ont stocké, qui ont rangé, qui ont le savoir-faire, qui avancent, qui ont de la résistance, qui ont la capacité justement de se mettre en danger parce qu'ils sont consolidés. Parfois beaucoup plus facile de se mettre en danger quand on est consolidé, hein, parce que on a une marge de risque qu'on peut prendre, etc. Donc c'est variable. Hein. Et en sens inverse, pour ceux qui sont dans l'informel, ça peut permettre parfois d'y aller franco, mais parfois aussi d'être très fragile. Et puis, de toute façon, de devoir trouver son cadre organisé, hein, parce que rarement l'informel reste informel, hein, à 100%. Il ne prend peut-être pas la forme d'une SBL, mais ou d'aller chercher un subside. Mais enfin, moi, j'entends beaucoup de collectifs. Comme ceux-là qui se mettent en route, qui sont ou en dialogue plus ou moins honteux, plus ou moins visible avec un syndicat, avec une mutuelle, avec parce qu'il faut des moyens, parce que donc je veux dire, c'est un peu angélique de croire qu'on peut être hors tout. Moi, je n'y crois pas personnellement. Après, la forme et jusqu'où on veut bien aller, jusqu'à être institutionnalisé, je vais utiliser ce mot-là en mettant des guillemets, hein, ça c'est encore autre chose. Et alors, je trouve qu'on a à se nourrir de ceux qui sont nouvellement sur la place, j'ai envie de dire, mais comme eux doivent accepter qu'ils ont à se nourrir aussi de ceux qui sont plus anciennement sur la place. Et il y en a parmi eux qui sauront faire alliance, comme il y en a qui ne sauront pas faire alliance. Mais avoir l'air de dire, quand on est d'un côté, on est donc nécessairement déjà récupéré, etc. J'en parle à l'aise, hein, parce qu'au niveau du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, on a parfois été agressé par des acteurs externes qui disent « Ah ben oui, mais le réseau, ils sont subventionnés, et qu'est-ce que tu veux, leur parole, elle est limitée, elle est récupérée, etc. etc. » On s'est toujours expliqué par rapport à ça, et je pense que les gens voient suffisamment comment on s'exprime pour savoir qu'on garde une parole libre et une audace d'action si on trouve que c'est nécessaire parce que les gens le portent avec nous. Et inversement, donc voilà, mais il y aura toujours de l'émergence. L'éducation permanente, elle est née de gens qui, à un moment donné, ont décidé de dire qu'il fallait donner de la parole et de la reconquête aux gens. Et puis, ça s'est formalisé petit à petit. Donc, voilà. Voilà. Moi, le handicap que j'y vois, c'est la manière dont Jacqueline le formule. Hein. Comment est-ce que tu le formules, Jacqueline? Redis-le un peu, les croisements qui font perdre, là. Donc, c'est ça qui ne...
C'est ça qui ne va pas. Les regards négatifs croisés. Voilà, les regards négatifs croisés. Ça je pense que c'est très pernicieux et dangereux parce que ça tire vers le bas. Mais comme tu disais, Christine, en parlant du miroir vagabond ou du réseau, il y a dans toute institution, il y a ce que nous on appelle une phase instituante et puis peut-être après une phase instituée. Et la phase instituante, c'est vraiment le moment où on se lance, on ne regarde pas son temps, on y va, on est touché par des injustices et des choses comme ça. On se dit il faut faire quelque chose, on ne sait pas encore quoi, bon, on y va. Après, il peut y avoir une phase instituée où on s'organise pour durer. Et on s'organise pour durer aussi en faisant des compromis, en commerçant avec le monde, parce que puisque une fois qu'on a un agrément, oui, il faut le respecter, etc. Mais ne nous privons pas non plus de phases instituantes d'autres, parce que ça peut nous permettre, nous aussi, qui sommes institués et pas institutionnalisés, c'est pas tout à fait la même chose, de se dire attention, restons bien. Et les fondamentaux, est-ce qu'on accorde toujours bien nos oreilles vers le terrain, comme je disais tout à l'heure? Ça peut aussi redynamiser en se disant il faut pas s'encrouter non plus, quoi, hein. Donc faut pas non plus faire un business routinier. C'est pas ça non plus qu'on fait dans l'associatif. Donc voilà, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Il ne faut pas se laisser prendre dans des choses où il ne faut pas aller, mais voilà, être ouvert à la diversité aussi. Merci. Ça ne me surprend pas trop que vous soyez assez d'accord. On ne vous avait pas invité pour un débat contradictoire. Moi, je retiendrai quelques mots de ce débat. C'est de l'audace, des alliances, sortir de son sillon, sortir des sentiers, inventer et surtout le combat continue. En fait, il n'a jamais cessé et que voilà, qu'il faut sans cesse reprendre, continuer, réinventer, aller rechercher des choses qui ont déjà été tentées. Et donc le collectif 21 continuera aussi et vous donnera 2 prochains rendez-vous. Je voulais juste aussi préciser que Jacqueline a évoqué la charte associative, qui est un texte finalement qu'on a un peu oublié et qui en tout cas n'est pas beaucoup utilisé. Le collectif 21 a aussi l'envie de le remettre un peu à l'avant, de le diffuser, éventuellement d'actualiser si nécessaire, mais une première lecture montre qu'il est déjà... qu'il n'y a pas grand-chose à y toucher, mais par contre, il faudrait qu'il ait un peu plus de poids. Voilà, un grand merci à vous deux, et donc à bientôt en virtuel ou en présentiel avec le collectif 21. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.